Donc après cette présentation des éditions, en fait, on va vous présenter les 3 collections qui existent actuellement et donc les derniers ouvrages qui sont parus dans chaque collection. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, il y a la collection clinique et études, donc avec les livres de donc Marc Strauss, livre qui s'intitule Les nœuds de la parole. Et donc Marc Strauss, bien sûr, psychiatre, psychanalyste, qui est enseignant au Collège clinique de Paris et qui est aussi un des membres fondateurs des forums, de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Donc il aura pour discutante Natacha Vellut, qui est également psychologue clinicienne, analyste, psychanalyste à Paris, et qui est chercheuse au CNRS. Ensuite, on vous présentera également le livre donc, de Bernard Nominet qui s'intitule Le présent du présent, essai psychanalytique sur le temps, et qui est donc Bernard Nominet, qui est également donc, psychiatre, psychanalyste, enseignant au Collège clinique du Sud-Ouest, et qui est également un des membres fondateurs de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Et donc Anastasia Tsavidopoulou, qui sera discutante, qui est psychologue clinicienne à Paris. Voilà. Bien, je vais donner tout de suite la parole à Natacha, si tu veux bien. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais donc vous parler, vous présenter et poser quelques questions à Marc Strauss sur son livre Les nœuds de la parole. Je dois dire que j'ai lu cet été avec plaisir et intérêt, parce que j'avais plutôt prévu de un peu rien faire cet été, mais bon, finalement, j'ai été obligée de lire, entre guillemets, le livre de Marc. Et ça a été plutôt finalement avec plaisir et intérêt. Le titre, d'ailleurs, m'avait intriguée, hein, Les nœuds de la parole. C'était pour moi, je l'avais entendu comme un écho transformé, modifié de L'étourdi, un texte de Lacan de 1972. Alors, ce titre de Lacan s'écrit en un seul mot, L'étourdi. Mais il renvoie du fait de son écriture, c'est-à-dire avec un T à la fin du mot, autour du dit. L'étour des dits, hein, l'étourdi. Qu'est-ce qui se répète et qu'est-ce qu'on peut repérer dans ce qui se répète, dans ce qui se dit, dans les dits? Lacan avait précisé que l'étourdi mettait en valeur des dits faisant exister le symbolique. Alors, je me suis posé du coup la question, qu'en serait-il de la parole? C'est sur cette question que Marc Strauss nous conduit et nous accompagne tout le long de son livre. Qu'est-ce que la parole ferait exister ou fait exister? Alors, c'est une grande question qu'on pourrait imaginer philosophique, métaphysique, transcendantale. Mais Marc, en bon lacanien, la traite avec les outils du psychanalyste, qui sont la rigueur et la logique imposée par la structure du langage, l'humour nécessité par cette même structure du langage, des références cliniques et des clins d'œil à l'actualité. Alors, je voulais aussi le remercier, le féliciter d'avoir invité des jeunes psychanalystes à contribuer à sa réflexion et à son ouvrage, car la transmission de la psychanalyse, ça passe aussi par là. Oui, je vais les nommer. Donc, il s'agit d'Ève Cornet, qui fait un travail à l'intérieur de l'ouvrage sur le mot d'esprit, l'oubli du nom, et de Vanessa Brassier, qui fait aussi un travail très approfondi sur le fantasme « On bat un enfant ». Et qui est présente aujourd'hui d'ailleurs. Et qui est au fond de la salle, non? Voilà. On la salue au passage. Alors, dans l'ouvrage, il y a un exemple clinique dès le début, dès les premières pages, qui montre bien que le langage nous encombre, nous parasite. Un analysant de Marc, un homme, ne supporte pas les paroles des films porno que pourtant il affectionne. Il regarde donc ces films dans une autre langue que la sienne. Il dit « Au moins, ce n'est pas ma langue ». Alors évidemment, c'est un petit énoncé qui en dit plus sans doute que ce qu'il voudrait dire, ce qui montre bien qu'avec la parole, on est toujours embarqué à dire plus que ce qu'on voudrait dire ou ce qu'on voudrait contrôler de dire. Alors au moins, cet homme ne comprend pas ce qui s'y dit dans ces films pornographiques. Mais la parole sert-elle seulement à comprendre ce qui se dit?
ne fait-elle pas exister du fait même de sa structure d'interlocution? Et qu'est-ce ou qui est-ce que la parole ferait exister? Un corps, un sujet, du S2, un savoir, un autre, un interlocuteur, et pourquoi pas même l'autre avec un grand A majuscule du langage, Dieu, le Père. Voilà, ça c'est ma première question à Marc. Oui, ça marche. Oui. Merci Natacha, merci aussi d'avoir rappelé les contributions. Puis merci à Colette d'avoir présenté comme ça les éditions du Champ lacanien. C'est effectivement très important dans la mesure où ce livre est la 10e, je crois, publication de ce qu'on appelle mon cours ou mon séminaire. Ce sont donc en effet des paroles écrites qui correspondent à une tentative de ma part de saisir ce qui anime Lacan dans son enseignement et d'essayer de suivre le fil qu'il nous indique. Je ne sais pas si j'en fais une icône, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que son texte, chaque fois que je le lis, continue de m'inspirer et même de m'enthousiasmer. Alors, pour répondre maintenant à ta première question, on a prévu de faire comme ça. Tu vas me poser quelques questions et je répondrai. Là, je réponds très rapidement. Évidemment, parole, langage, ce n'est pas le lieu ici pour entrer dans ces questions, mais il n'y aurait rien sans la parole. La parole, c'est quand même ce qui fait exister tout ça, plus, je dirais, l'inconscient. Et on en sait, et c'est ce que Freud nous a montré, c'est que, un, on ne sait pas ce qu'on dit, deux, on en dit toujours plus qu'on ne le croit, et trois, on ne dit pas n'importe quoi. Ça, c'est quand même, dans ce dispositif de parole libérée, folle, qui est le dispositif analytique, il y a un côté fou quand même, dites ce qui vous vient, faites le fou, quoi, dites le fou. Eh bien, là-dedans, il y a un ordre, une logique qui peut se déchiffrer. Donc, je dirais, ça fait exister d'abord l'inconscient. Donc le mot d'ordre, ça serait « soyez insensé », on trouvera bien un fil à suivre. Alors il y a un extrait de l'ouvrage que j'ai trouvé particulièrement intéressant au milieu d'autres, dont je vais vous parler, qui est un extrait très dense et qui ouvre, à mon avis, de nombreuses pistes pour attraper cet objet inattrapable, la parole, puisque on pourrait l'attraper, cet objet de la parole, uniquement par lui-même, c'est-à-dire qu'en se mordant la queue, si je puis me permettre cette expression. Alors, voilà l'extrait que je cite. Donc, la psychanalyse révèle le fondement du lien social, montre comment les liens humains reposent sur la parole en tant qu'elle s'inscrit dans un discours. Ça me paraît très important, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait lien entre nous, après tout, nous ici réunis, nous réunis virtuellement par Zoom, nous parlons, nous soutenus que nous sommes par une structure de discours, ce qui rend nos paroles possiblement entendables, recevables, signifiantes. Mais, je poursuis la citation du livre de Marc, mais, bon, il y a toujours un mais, ça c'est pas la citation, ça c'est moi qui le dis, il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose qui complique, mais donc une distinction s'impose là entre la parole d'un sujet et le dire de la langue. Vous voyez que les complications commencent très vite. On parle avec une langue bien obligée, et cette langue s'impose et nous impose quelque chose. Alors ma deuxième question à Marc serait, est-ce qu'elle nous impose de dire, est-ce qu'elle nous impose de nous dire ? On peut toujours essayer, mais au fond, ce qui m'a intéressé, ce qui a été le fil rouge de ma question de l'année, et j'essaie de retranscrire, donc, c'est le passage chez Lacan du sujet en tant qu'il est représenté par un signifiant pour un autre, ça ne change jamais, mais le sujet tel que Lacan nous le présente, disons, dans Fonction et champ de la parole et du langage, dès le départ de son enseignement, le passage du sujet donc au par-l'être. Si avec le sujet, on a la mise en avant d'un manque,
castration, eh bien, avec la deuxième partie de l'enseignement de Lacan, il y a un accent beaucoup plus net qui est mis sur ce qui se transmet et qui n'est pas seulement donc le manque et son désir, mais ce qui se joue, ce qui fait lien entre les humains, c'est une jouissance, la jouissance de la langue. Et c'est ça qui m'a paru intéressant de développer pour essayer d'en tirer les conséquences, à la fois pour ce qui est justement de rendre compte de ce qui fait les liens humains qui sont toujours faits de commandement et d'obéissance. C'est la question des pouvoirs de la parole au niveau collectif, mais aussi au niveau pour chaque sujet, le pouvoir des mots sur son existence. Ce qui est la question de la psychanalyse depuis le départ. Lacan d'emblée l'a souligné, mais il a approfondi cette question. Et je ne sais pas si je peux résumer les choses de façon un peu expéditive, en passant sur la question du passage du pouvoir du manque, la transmission du manque, au pouvoir de la jouissance dans la langue, dans la parole, à la fois sur le sujet et sur son interlocuteur. Alors, je vais poursuivre cette citation. Peut-être que je vous relirai la citation, parce que comme je l'ai un peu découpée, je vais vous la relire après en entier. Je poursuis donc. L'échange de paroles qui n'exclut pas le silence de l'un, comme c'est le cas dans la psychanalyse. Et alors là, je fais une petite question entre parenthèses. Est-ce que le silence est-il aussi une parole ? Oh oui. Il y a des silences lourds de sens. Bon. Ou est-ce que ça serait une interprétation, et une interprétation, est-ce que c'est une parole ? Bon. Après, j'ai mes petites questions dans les petites questions. C'est polysémique, ce terme de parole. Je reprends. Donc, l'échange de paroles qui n'exclut pas le silence de l'un, comme c'est le cas dans la psychanalyse, est l'enveloppe formelle, le support, le véhicule d'un dire qui se transmet d'un corps parlant à un autre. Donc, je vous relis la citation en entier. La psychanalyse révèle le fondement du lien social, montre comment les liens humains reposent sur la parole en tant qu'elle s'inscrit dans un discours. Mais une distinction s'impose là entre la parole d'un sujet et le dire de la langue. L'échange de paroles, qui n'exclut pas le silence de l'un, comme c'est le cas dans la psychanalyse, est l'enveloppe formelle, le support, le véhicule d'un dire qui se transmet d'un corps parlant à un autre. Vous remarquez avec cette citation, sans doute comme moi, qu'avec la parole, donc, on entre finalement dans un nœud de notions très complexes. Le discours, le sujet, le lien social, le dire, le corps parlant, dont on aperçoit bien dans cette citation qu'il se distingue du sujet de l'interlocution. Alors, qu'est-ce qui relève de la transmission d'un corps parlant à un autre ? À l'occasion des commandements, des ordres, dont Marc, tu as parlé là rapidement, mais qui est une question qui parcourt tout le livre, tout cet ouvrage. Hein. Donc, il y a la transmission d'ordres, de commandements. Et Marc poursuit la réflexion sur la genèse de ces ordres. Et cette genèse est langagière. Lacan n'oubliait pas que le signifiant, c'est lui le maître du jeu. Il disait ça, il l'a peut-être dit dans d'autres textes d'ailleurs, mais dans « Je parle au mur ». Marc surenchérit. Le signifiant fouette, le signifiant frappe, dit-il dans l'ouvrage. Et parler, c'est déjà demander d'ouïr, c'est déjà demander d'entendre, c'est exiger quelque chose de son interlocuteur. Alors, un détour par l'actualité proposé dans l'ouvrage. Marc cite un article de Frédéric Lemaître dans Le Monde sur les Chinois dissidents qui se craignent malades mentaux. Je cite juste une phrase de l'article. Ils se sentent tellement isolés que leur propre santé mentale constitue, de leur aveu même, une de leurs principales préoccupations. Voilà ce qu'il en coûte d'être dissident du discours majoritaire, de vouloir échapper aux signifiants imposés par la langue d'un gouvernement totalitaire. Alors je complète un petit peu cette référence à l'actualité parce que dans un article plus récent du Monde, il y avait des signifiants qui en disaient long lors d'une réunion du Parti communiste central de Chine. Le secrétaire général de la Commission centrale aux affaires politiques et juridiques, déjà le titre, a choisi un vocabulaire qui rappelle certaines choses.
Il s'agit pour lui d'éduquer et de rectifier les cadres, de gratter le poison jusqu'à l'os. Il faut mettre résolument en action la loyauté absolue, la pureté absolue, la fiabilité absolue, résume le ministre de la Sécurité publique chinois. Mais, donc, il y a cette imposition des signifiants. Mais comme il est jouissif aussi de se soumettre aux signifiants, alors j'ai pensé au récit de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M., où elle décrit cette sorte de monsieur loyal à ses côtés, un chef d'orchestre de ses rencontres sexuelles qui lui intimait tel ou tel partenaire, tel ou tel scénario sexuel. C'est donc là le corps qui obéit au signifiant, le corps de l'être parlant. Mais c'est le sujet Catherine Millet qui écrit son récit, qui se décrit à travers ses pratiques sexuelles, qui reprend la main. C'est le sujet Catherine Millet qui, par sa parole écrite, commande son corps. Alors, une nouvelle question à Marc. En quoi la psychanalyse permettrait-elle d'échapper, et s'agit-il d'échapper à cette imposition signifiante, elle, la psychanalyse, dont la pratique s'appuie sur des signifiants? Oui, à propos de Catherine Millet dont tu parles, elle reprend la main, c'est pas certain. On n'avait pas anticipé ce dialogue, mais là, je ne suis pas certain d'être tout à fait d'accord avec toi. Ce qui a la main tout au long de son livre, c'est son fantasme. Et effectivement, ce monsieur loyal qui est son mari, qui lui dit ce qu'elle doit faire, lui parle selon son fantasme. Et dans le livre, on voit bien, elle l'exprime très très bien, le moment de vacillation, voire d'écroulement, au moment où son fantasme est mis à mal, parce qu'une autre attire plus l'attention qu'elle. Elle cesse d'être la seule. Alors la question se repose effectivement à quoi est-ce qu'elle obéit, au-delà de ce pantin. Alors, au signifiant de son fantasme, tu dirais, ou à la phrase de son fantasme. Elle obéit. Elle obéit à son fantasme, mais effectivement, il n'y a pas que ça. On voit bien que ce que ça nous montre, en tout cas, c'est que le sexe, quel qu'il soit, même dans la dimension excessive ou particulière de Catherine Millet, c'est que ça fait fausse route pour faire exister l'un. C'est ça la quête du sujet, arriver à faire exister cet un, et ça ne marche pas, ça s'écroule. Son fantasme lui permet de le croire un temps, elle existe comme exception, comme unique, et c'est raté. C'est raté. Et il lui faudra, elle le raconte, il lui faudra une psychanalyse pour arriver à se reconstituer. Elle fera une analyse à se reconstituer d'une façon qui n'aurait sûrement pas, à mon avis, donné lieu à une nomination d'AE. Elle se reconstitue imaginairement. Alors qu'effectivement, comme le dit Lacan, il y a de l'un, mais il est ailleurs. Il est ailleurs, c'est la question entre l'un et la représentation. La représentation, c'est deux, toujours. Et donc, là où Lacan a fait exister l'un, c'est dans le poids des signifiants maîtres, signifiants de la traverse du sujet, et c'est cela qui, en dernier ressort, commande au sujet, et se met en scène dans les fantasmes. Et l'autre question, tu l'as évoquée, qui m'intéressait, c'est comment de cette prise de commandement par les mots sur le par-l'être, comment ça passe à une obéissance collective. Freud s'est posé la question, avec la psychologie du lycéen, par exemple, d'autres textes, et il a parlé de désexualisation. Désexualisation qui permet à l'autorité d'opérer. Mais Lacan lui-même a relancé plusieurs fois la question, en particulier dans le séminaire Encore. Et donc c'était aussi une des questions que j'ai voulu traiter, comment ça passe de la soumission au signifiant à l'obéissance civile. Bon, sur Catherine Millet, il y avait quelque chose qui m'avait frappé aussi dans son récit, c'est comment elle tombe amoureuse de son mari, qui n'est pas son monsieur loyal, c'est un autre. Et justement, elle tombe amoureuse par la voix. C'est-à-dire que
elle l'entend au téléphone, elle ne le voit pas. Et c'est justement cette voix dans la parole qui la retient, c'est-à-dire cette parole juste là, sans le corps présent, et qui fait qu'elle va tomber amoureuse de cet homme et qu'elle va sortir de l'imposition fantasmatique dans laquelle elle est. Voilà, bon. Alors, tu m'as posé la troisième question, là, sur la liberté. Sur les... Je suis un peu perdu. Alors, attends. La troisième question, c'était... Alors, attends, parce que je vais m'y retrouver. C'est en quoi la psychanalyse permettrait-elle d'échapper, est-ce que ça serait d'ailleurs sa visée, à l'imposition signifiante? Alors justement, ça c'est la grande question. C'est la grande question qui évidemment, toile de fond, m'a animé aussi. Quelle est la promesse de liberté d'une psychanalyse? Même chez Freud, il y a des articles tout à fait passionnants là-dessus. Le dernier que j'ai lu, extraordinaire, c'est sur Dostoïevski. Comment il démontre que Dostoïevski, quand même, donc il ne conteste pas la grandeur de l'écrivain, comment Dostoïevski est en fait complètement l'esclave de son fantasme. Et Freud dit que Freud pose la question de façon assez drôle à la fin de son article. Finalement, à quoi ça sert de mettre tout ça au clair? Eh bien, quand même, c'est bien utile parce que ça dispense d'être complètement la marionnette de son fantasme. Marionnette, je reprends, c'est un terme de Lacan dans les écrits, mais Freud le dit comme ça. Au moins, il y a une avancée, un pas et un franchissement par la connaissance de ce qu'il guide. Cela dit, Freud ne pose pas la question de savoir si Dostoïevski aurait continué d'écrire en faisant une analyse ou pas. Ça, c'est un grand débat qu'on aura peut-être tout à l'heure. Bref, la question de la libération par la psychanalyse, une question amusante, parce que Lacan, à l'occasion, a dit, quand on lui a posé la question, il a dit « j'en parle jamais ». Henri Canan, en Italie, juste avant la troisième. En fait, c'est faux. La liberté, c'est présent tout le temps dans son enseignement, tout le temps. Et il y a une de ces phrases que j'aime beaucoup. C'est à la fin de son enseignement dans un séminaire, je crois que c'est le Saint-Thome, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas pris le temps de rechercher. Il dit à la fin d'une analyse, c'est quand on a fait 2 fois le tour de ce dont on est prisonnier. Alors, il ajoute même, peut-être qu'une fois suffit. Et faire le tour de ce dont on est prisonnier, ça ne veut pas dire qu'on est libéré. Mais il faut quand même penser que ça a quelques conséquences d'avoir fait le tour, effectivement, de ce dont on est prisonnier, parce que ça dispense de se cogner un peu moins la tête contre les murs. Ça a un effet de permettre de s'en débrouiller, de se débrouiller de ce qu'on est. Au fond, je dirais plutôt que ça aussi, c'est une expression de Lacan. Dans justement la conférence du Vignatier, le sujet est fait par le signifiant, il est fait comme un rat. Il est fait comme un rat et finalement, le je suis comme ça, qui est conclusif d'une analyse, à mon avis, ça ne permet pas, au contraire, d'échapper à l'imposition signifiante. Au contraire, c'est plutôt une façon de cesser de tenter d'y échapper à tout prix, d'échapper à l'effet quand même du langage qui est la division subjective, et justement pour une représentation qui serait satisfaisante. Alors je vais terminer sur une dernière remarque, puis après vous aurez la parole pour des questions. Le signifiant donc frappe, commande, impose, mais alors quid du réconfort des mots? J'ai pensé au livre très connu de Marie Cardinal, Les mots pour le dire. Alors quid du versant pacifiant du symbolique, et quid aussi du versant créateur des mots? Parce qu'après tout, on est quand même dans la maison de la poésie. Et donc, pour terminer, je voudrais citer, non pas Marc, mais un écrivain
Michael Ferrier dans Scrabble. Il parle dans cet ouvrage de son enfance au Tchad et il arrête son ouvrage au moment où la guerre civile au Tchad démarre. Et il écrit « Alors, les mots recommencent sans arrêt un combat. N'y a-t-il plus de mots pour dire maison ? Nous en trouverons un autre. Le mot pour dire patience a-t-il déjà brûlé ? Nous en rallumerons un. Le mot amour a-t-il succombé sous la mitraille ? Nous le ressusciterons, le recréerons sous d'autres formes un peu plus loin. » Oui, là, je suis bien sûr d'accord avec toi, bien évidemment, puisque nous ne cessons de nous battre pour continuer à nous exprimer. Mais n'allons pas quand même jusqu'à proclamer que ce nouveau mot, nous ne le détruirons pas aussi comme les précédents. Voilà, il sera aussi bien détruit que les précédents, parce que si on est sûr que celui-là c'est le bon et c'est le dernier, on est sûr que ça recommencera, et c'est mal parti d'avance.